Il y a des mystères financiers qui relèvent de la petite fraude classique, on va dire. Ouais, le genre de truc habituel. Voilà. Et puis, il y a des illusions d'optique à l'échelle industrielle, des trucs qui défient complètement la logique. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire qui est juste vertigineuse. Complètement dingue, ouais. Faut s'imaginer le truc, pour quiconque nous écoute. Imaginez chercher la somme hallucinante de 1,9 milliard d'euros dans des comptes bancaires. C'est pas une petite somme. Non, vraiment pas. On cherche ce 1,9 milliard pour finalement réaliser que cet argent, il a tout simplement jamais existé. C'est un scénario qui, honnêtement, semble tout droit sorti d'un mauvais thriller financier. Ah, mais totalement. Sauf que là, c'est exactement ce qui s'est produit dans la réalité. L'histoire qu'on analyse aujourd'hui est fascinante. On ne parle pas d'une petite erreur d'arrondi sur un bilan comptable. Ou d'un fichier Excel corrompu, genre oups, j'ai glissé sur le clavier. C'est ça. Non, là, on parle d'un trou noir béant au beau milieu de ce qui était à l'époque considéré comme la plus grande fierté technologique de toute l'Europe. Et pour mener à bien cette exploration, on s'appuie sur une source unique, une enquête vraiment exclusive et hyper détaillée de la rédaction de Block News. Très gros travail d'investigation. Absolument. L'article s'intitule Wirecard 1,9 milliard qui n'a jamais existé. La mission de notre analyse aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre l'anatomie de ce désastre monumental. Et il y a du boulot. Il y a énormément de boulot. On va voir comment la pépite incontestée de la technologie allemande s'est révélée être en fait un immense château de cartes. Un mirage total. Exactement. Et surtout, la grande question, c'est comment l'ensemble du système financier européen, avec tous ses garde-fous théoriques, ses régulateurs, a pu consciemment choisir de fermer les yeux pendant plus d'une décennie. C'est toute la complexité de ce dossier. Les chiffres rapportés par l'enquête de Block News donnent vraiment le vertige. Ah ouais? Faut se rappeler qu'à son apogée, cette entreprise, Wirecard, elle affichait une capitalisation boursière de 24 milliards d'euros. 24 milliards, c'est colossal. Et le jour de l'aveu fatal, quand tout s'effondre, la chute a été d'une violence inouïe. L'action a terminé la journée à 1,28 euros. C'est la descente aux enfers absolue. De 24 milliards à quasiment zéro. Ce grand écart entre le mythe de la boîte tech parfaite et la réalité criminelle, ça s'est construit sur 10 ans d'aveuglement collectif, avec à la clé des milliers d'investisseurs ruinés. Ouais. Alors, pour saisir comment un tel mirage a pu fonctionner aussi longtemps, faut d'abord s'intéresser à la vitrine. Et ah là là, quelle vitrine! Au centre de ce théâtre, il y a un homme, Marcus Braun. Le fameux. L'article le dépeint avec des détails qui sont assez mémorables. Un Autrichien, la cinquantaine, des petites lunettes fines et surtout l'éternel col roulé noir. Le cliché absolu. Totalement. Il assumait d'ailleurs sans aucun complexe son surnom. Il adorait qu'on l'appelle le Steve Jobs allemand. Ce mimétisme vestimentaire, ça prêterait à sourire si ça n'avait pas été aussi redoutablement efficace. En fait, en adoptant ces codes très précis, ces codes esthétiques de la Silicon Valley, Brown envoyait un signal subliminal hyper clair au marché européen. Qui en avait bien besoin à l'époque. Exactement. Les marchés étaient désespérément en quête de leur propre messie technologique. L'Europe voulait son géant. Surtout quand on regarde d'où venait l'entreprise. Ce que je trouve fascinant dans la source, c'est le contraste géant entre cette aura d'innovation pure qu'il vendait et les origines réelles de Wirecard. Ouais, les vraies racines de la boîte. En 2002, quand Brown prend les rênes, c'est pas du tout un fleuron institutionnel. C'est juste une obscure petite start-up bavaroise. Et sa spécialité à l'époque? Gérer les paiements en ligne pour des casinos virtuels et des sites de divertissement pour adultes. Le porno et les jeux d'argent. Voilà, on est très très loin du prestige de la tech mondiale. Et c'est là que la transformation est spectaculaire. En l'espace d'une quinzaine d'années, cette petite structure de paiement un peu sulfureuse devient un titan absolu de la fintech. L'ascension fulgurante. Et la consécration ultime survient en 2018. Wirecard fait son entrée au DAX, l'indice boursier des plus grandes entreprises allemandes. Et c'est pas une simple admission de routine. Non, ils ont carrément pris la place de quelqu'un. Ils ont détrôné la vénérable institution Deutsche Bank. C'est un symbole incroyable. À ce moment-là, c'était perçu comme le triomphe absolu, incontestable, de la nouvelle économie numérique sur la vieille finance traditionnelle. Mais bon, au-delà du col roulé noir et des belles présentations sur scène, il y avait un modèle économique qui tournait, ou en tout cas qui semblait tourner à la perfection. L'article de Block News s'attarde longuement sur cette mécanique des opérations. Comment Wirecard pouvait justifier des marges aussi hallucinantes? Le prétendu génie de leur modèle, ça résidait dans un concept obscur appelé le Third Party Acquiring, ou l'utilisation de partenaires tiers. En gros, la sous-traitance.
Voilà. Wirecard affirmait gérer des volumes colossaux de transactions à travers le monde entier. Mais l'entreprise expliquait que dans certaines juridictions très lointaines, notamment en Asie, elle ne possédait pas les licences bancaires nécessaires pour opérer directement elle-même. Donc elle déléguait théoriquement le traitement de ces paiements à des entreprises locales. C'est ça la magie du truc. Sur le papier, ses partenaires locaux en Asie traitaient les transactions. Ils prélevaient une petite commission au passage et ils gardaient le reste de l'argent dans des comptes séquestres, pour le compte de Wirecard. Pratique. Très pratique. C'est un modèle qui est super simple à expliquer lors d'une belle conférence pour rassurer des investisseurs avec de beaux diaporamas. Mais délibérément, c'est un enfer, un vrai cauchemar à vérifier dans la réalité. Tu m'étonnes. Et c'est grâce à ces fameux partenaires fantômes en Asie que Wirecard pouvait afficher, trimestre après trimestre, une croissance ininterrompue et des marges qui faisaient pâlir n'importe quelle banque classique. C'était la recette magique parfaite. La présentation était toujours millimétrée. Mais comme le souligne super bien l'enquête, Wirecard n'était pas perçue comme trop belle pour être vraie. Elle était vue comme trop indispensable pour ne pas être authentique. La nuance est primordiale. L'Europe voulait absolument son propre géant de la tech pour rivaliser avec les Américains, et Brown leur a servi sur un plateau d'argent. La dimension psychologique ici, elle est cruciale pour comprendre l'affaire. Les investisseurs voulaient y croire. Ils en avaient besoin. Quand un modèle affiche des rendements aussi parfaits en continu, l'esprit critique a tendance à s'évaporer assez vite. On ferme les yeux. On préfère largement admirer la belle courbe de croissance sur l'écran plutôt que d'aller s'embêter à vérifier les relevés bancaires poussiéreux de filiales asiatiques. Ok, décortiquons ça. Parce que maintenir toute cette illusion à l'échelle mondiale, ça nécessitait une complaisance monumentale. Et c'est en 2015 qu'un premier grain de sable vient enrayer la belle machine. L'entrée en scène de la presse. Exactement. Dan McCrum, un journaliste britannique du Financial Times, commence à poser des questions qui sont extrêmement dérangeantes pour la direction. Le travail de McCrum sur ce dossier, c'est un modèle absolu de journalisme d'investigation financier. Contrairement aux analystes boursiers qui se contentaient d'avaler les documents officiels bien lisses fournis par la boîte, lui, il a commencé à gratter sous le vernis. Et il a trouvé des trucs bizarres. Il a vite remarqué que les marges générées par ces fameux partenaires tiers en Asie, elles étaient totalement incohérentes avec les standards habituels de l'industrie du paiement. L'enquête de Block News détaille un épisode incroyable d'ailleurs. Les équipes du Financial Times ont carrément cherché à localiser physiquement ces fameux partenaires asiatiques, ceux-là même qui généraient prétendument des centaines de millions d'euros pour Wirecard. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Eh bien, au lieu de trouver des centres de données ultra modernes et sécurisés, ils sont tombés sur des adresses bidons à Manille, aux Philippines. Parfois, c'était de simples cabanons délaborés ou des impasses sans aucune activité commerciale visible. Rien, quoi. Rien du tout. Et c'est face à ces révélations pourtant accablantes que l'affaire prend une tournure vraiment inédite. Logiquement, face à des preuves de comptes opaques, d'acquisitions surévaluées et de partenaires fictifs qui opèrent depuis des cabanons, on s'attendrait à ce que les autorités financières prennent l'entreprise d'assaut. Que la police débarque, siège. Exactement. Mais c'est tout l'inverse qui se produit. Ce qui est fascinant ici, c'est la réaction totalement surréaliste de l'établissement financier allemand. Au lieu d'ouvrir une enquête sérieuse sur les pratiques comptables de Wirecard suite aux articles, les foudres du système se sont abattues sur ceux qui tentaient d'alerter le public. Le monde à l'envers. Le régulateur financier s'est retourné contre la presse. C'est fou. L'article explique que le BaFin, donc le gendarme boursier allemand, a littéralement porté plainte contre les journalistes du Financial Times pour manipulation de marché. C'est une inversion totale de la réalité. Complètement. Pour faire une analogie, c'est exactement comme si la police décidait d'arrêter la personne qui appelle pour signaler un cambriolage, au lieu d'aller arrêter le cambrioleur qui est encore dans la maison. On a des reporters qui apportent des preuves tangibles de fraude, et l'autorité de régulation les accuse publiquement de vouloir faire baisser le cours de l'action de manière illégale. C'est le triomphe flagrant du nationalisme économique sur la raison financière. Wirecard a pu déployer une armée de lobbyistes, des bataillons d'avocats et même engager des détectives privés pour intimider, filer et harceler les journalistes et les lanceurs d'alerte. Avec la bénédiction des autorités. Exactement. Le système a validé et soutenu cette posture agressive. Les vendeurs à découvert, tu sais, ces investisseurs qui pariaient à la baisse sur Wirecard parce qu'ils avaient analysé de près les failles béantes du bilan, eh bien, ils étaient traités publiquement comme des traîtres à la nation. Des saboteurs. Des gens qui voulaient détruire l'économie nationale. L'apogée de cet aveuglement institutionnel, elle survient un peu plus tard, en 2019. L'enquête de Block News rappelle que le BaFin prend alors une mesure rarissime, presque impensable en temps normal.
L'interdiction pure et simple des ventes à découvert sur le titre Wirecard. C'est du jamais vu pour une entreprise individuelle. C'est clair. C'est le genre de décision d'urgence qu'on ne voit normalement que lors d'effondrements systémiques globaux, comme la crise des suprêmes en 2008, juste pour éviter la panique totale. Et là, cette mesure extrême a été utilisée pour barricader artificiellement une fraude. Cette interdiction, c'est un tournant décisif dans l'histoire. Elle prouve sans ambiguïté que le régulateur n'était plus du tout un arbitre neutre sur le marché, mais bien un défenseur actif de l'entreprise. Un bouclier. En empêchant les marchés de parier contre Wirecard, le régulateur a donné une sorte de sceau d'approbation officiel à la façade de Brown. C'était un signal désastreux. En gros, ça disait aux marchés mondiaux « Circulez, il n'y a rien à voir, l'État allemand se porte garant de ce modèle économique ». Alors que c'était du vent. Pendant ce temps-là, la fraude continuait de prospérer paisiblement sous le nez même des institutions chargées de la traquer. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'il arrive toujours un moment, inévitablement, où la froide réalité comptable finit par rattraper les plus beaux discours et les plus belles protections politiques. Nous faisons un saut dans le temps, nous sommes en juin 2020. Le moment de vérité, Le mastodonte de l'audit financier Ernst & Young, ou EY, finit par lâcher une véritable bombe atomique sur les marchés. après des années, presque une décennie à valider les comptes annuels sans sourciller, EY refuse soudainement de certifier l'exercice 2019. Et la raison qu'ils invoquent, ça fait l'effet d'un séisme mondial. Ils admettent publiquement être dans l'impossibilité totale de vérifier l'existence de ces fameux comptes séquestres aux Philippines. Les fameux comptes qui étaient censés abriter le trésor de guerre de 1,9 milliard d'euros. L'argent liquide de l'entreprise. Disparu. La mécanique de vérification s'était finalement heurtée à un mur de béton. L'enquête précise que les banques philippines concernées, la BDO et la BPI, ont fini par être très claires sur le sujet. Non seulement ce magot de presque 2 milliards n'était pas chez elles, mais en plus, elles n'avaient tout simplement aucune relation commerciale avec Wirecard. Aucune trace d'eux dans leur système. Rien. Les documents qui étaient présentés avec aplomb aux auditeurs d'EY pendant toutes ces années, c'était des faux grossiers, des signatures falsifiées sur des bouts de papier. C'est l'effondrement final. Et la rapidité de cet effondrement est juste stupéfiante. Le 18 juin 2020, Wirecard est complètement acculé au pied du mur et publie un communiqué de presse qui restera à jamais dans les annales de la finance mondiale. L'aveu. L'entreprise admet officiellement que le quart de son bilan total, ces fameux 1,9 milliard d'euros, n'existe probablement pas. L'utilisation de l'adverbe probablement dans un contexte légal et financier pareil, c'est d'une ironie glaçante. Bah oui, comme si 2 milliards d'euros en cash pouvaient simplement se perdre derrière un tiroir de bureau. Genre, on les a probablement égarés. La sanction des marchés a été d'une brutalité immédiate et impitoyable. L'action s'est effondrée de 60% en une seule séance boursière. En l'espace de quelques jours seulement, des dizaines de milliards de valorisations se sont volatilisées dans les airs, balayant avec eux toutes les économies de nombreux investisseurs, pour atteindre finalement ce prix dérisoire d'à peine plus d'1 € par action. La chute libre et la destruction de l'entreprise a immédiatement soulevé des questions colossales, des questions qui fâchent, sur tout l'écosystème institutionnel qui l'entourait. Car il ne s'agit pas seulement de l'échec isolé d'une direction corrompue, l'article pointe avec une très grande précision le rôle accablant d'EY dans ce désastre. Si on relie ça à la situation globale, c'est une défaillance purement systémique. EY a audité Wirecard pendant une décennie. 10 ans. 10 ans sans jamais détecter qu'une part aussi massive des revenus n'était que de la pure fiction. C'est incompréhensible. L'enquête de Block News démontre que pendant très longtemps, les auditeurs se sont simplement contentés de vagues captures d'écran, de lettres fournies par des intermédiaires douteux, sans jamais exiger un accès direct et sécurisé aux informations bancaires. Ils n'ont même pas utilisé le réseau SWIFT pour vérifier de manière indépendante l'existence réelle des fonds en Asie. C'est la base de leur métier pourtant. C'est une violation flagrante des principes fondamentaux de l'audit financier. Mais il faut dire que cette cécité, cet aveuglement volontaire, c'était pas du tout le monopole des auditeurs. Des géants absolus de la finance mondiale ont investi massivement dans cette illusion. Des acteurs de tout premier plan, comme Deutsche Bank, SoftBank ou même Allianz. Des boîtes disposant d'armées d'analystes surpayés qui sont censés disséquer le moindre petit risque et qui ont englouti des centaines de millions d'euros dans l'entreprise. C'est le fameux processus de due diligence, les vérifications préalables, qui a totalement failli. Ces grandes institutions ne voulaient absolument pas rater le train de la tech européenne. La peur de rater l'opportunité a pris le dessus.
Le fameux FOMO financier. Exactement. Tant que les rapports d'audit et de complaisance étaient dûment signés par EY, tant que le cours de l'action continuait de grimper en flèche, personne ne voulait être l'oiseau de mauvais augure. Personne ne voulait faire s'effondrer ce château de cartes qui était immensément profitable pour tout le monde. Il y avait un bénéfice mutuel, tacite, à ne pas regarder de trop près sous le tapis. D'ailleurs, il est essentiel de souligner, en rapportant ici strictement les éléments factuels de la source, que l'onde de choc n'a pas épargné la sphère politique. L'article de Block News indique de manière très neutre que le scandale a éclaboussé les plus hauts sommets de l'État allemand. Ça remontait très haut. Olaf Scholz, qui était ministre des Finances à l'époque des faits, a dû comparaître devant une commission d'enquête parlementaire. Il a dû s'expliquer sur la supervision visiblement défaillante de son propre ministère. Et comment ça s'est passé ? Eh bien, la rédaction de l'article note simplement que les réponses apportées lors de ces auditions ont été jugées, je cite, « peu éclairantes par les enquêteurs ». Ça montre bien à quel point l'entreprise était devenue intouchable, imbriquée dans la notion même de souveraineté économique du pays. Et forcément, quand l'édifice s'effondre dans un tel fracas, se pose inévitablement la question des responsabilités individuelles. Le récit de la chute des deux principaux dirigeants de l'entreprise, c'est digne d'un grand scénario hollywoodien. D'un côté, on a le PDG, Marcus Braun. Lui, son sort est réglé assez vite. Marcus Braun est arrêté très rapidement par la police, le 23 juin 2020. Et dès les premières heures de sa garde à vue, il adopte une ligne de défense qui est implacable. Il clame son innocence absolue. Évidemment. Sa stratégie, c'est de se présenter comme la malheureuse victime machiavélique de ses propres collaborateurs. Il jure ses grands dieux qu'il n'a jamais rien su des manipulations comptables en Asie. C'est la ligne de défense classique du grand dirigeant omnipotent qui, soudainement, quand il se retrouve face à la justice, se transforme comme par magie en patron naïf, complètement déconnecté des réalités opérationnelles de sa propre entreprise. J'étais au courant de rien, c'est pas moi. Sauf que cette posture est très difficile à tenir face à la montagne de preuves accumulées. L'enquête rappelle qu'il a personnellement approuvé ces bilans frauduleux d'année en année. Il les a présentés lui-même à des investisseurs du monde entier. Il a orchestré des levées de fonds colossales sur la base de ces faux chiffres. Tout ça en vendant lui-même massivement ses propres actions avant que le scandale n'éclate au grand jour sur les marchés. Pratique. Mais bon, si le cas de Braun est finalement assez classique dans l'histoire des fraudes, la trajectoire de son bras droit, Jan Marsalek, bascule dans une dimension qui est totalement différente. Marsalek est décrit dans tout le dossier comme l'architecte présumé des montages financiers, le véritable cerveau opérationnel de toute cette gigantesque fraude. Et lui, bizarrement, il s'est pas du tout embarrassé avec des auditions de commissions d'enquête. Le cas Marsalek est complètement stupéfiant. Le 19 juin 2020, alors que l'entreprise est en train de s'effondrer publiquement sur les écrans boursiers, il s'évapore, littéralement. Il disparaît de la surface de la Terre. Le dernier signal connu de son téléphone portable a été repéré du côté de Minsk, en Biélorussie. Et depuis ce jour, c'est un fantôme. L'enquête de Block News insiste lourdement sur cette fuite incroyable, car elle ne ressemble pas du tout à la cavale improvisée d'un simple criminel en col blanc effrayé par la justice financière. Il y a une préparation derrière ça. C'est évident. L'affaire Wirecard dépasse très largement le cadre d'un simple scandale comptable pour carrément toucher au monde des opérations de renseignement international. Les enquêteurs suspectent fortement que Jan Marsalek entretenait des liens étroits, depuis des années, avec les services de renseignement russes, le fameux GRU. C'est digne d'un film d'espionnage. Il cultivait des relations extrêmement troubles avec des milices armées en Libye et des groupes de mercenaires en Syrie. C'est fou de lire des trucs pareils dans une affaire qui, à la base, concerne juste des paiements en ligne pour des sites web. L'article formule d'ailleurs une hypothèse qui est très troublante. Marsalek n'a pas simplement pris un jet privé pour fuir la police bavaroise, il aurait été, selon leurs termes, absorbé par un État. Une opération d'exfiltration d'État. Oui. Et une exfiltration de ce niveau-là, ça suggère fortement qu'il disposait d'informations critiques ou bien de réseaux de transfert de fonds clandestins qui étaient extrêmement précieux pour certaines puissances étrangères. Absolument. Il est très probable que les infrastructures opaques de Wirecard, ces mêmes réseaux complexes de partenaires tiers en Asie qui servaient à falsifier la comptabilité officielle, aient en réalité pu servir à des opérations de blanchiment d'argent à très grande échelle, voire au financement d'activités clandestines internationales. Ça donne à sa disparition une épaisseur géopolitique redoutable. En clair, il est protégé aujourd'hui parce qu'il sait exactement comment les flux financiers parallèles de ce monde fonctionnent.
Ce qui nous ramène un peu brutalement à la réalité très froide des salles d'audience allemandes. Depuis décembre 2022, un méga procès tente désespérément de démêler cet écheveau à Munich. C'est décrit par la source comme l'un des procès les plus tentaculaires et complexes de toute l'histoire judiciaire allemande. On parle de dizaines de milliers de pages de documents, des dizaines de témoins à la barre, des armées entières d'experts comptables qui essayent d'expliquer l'inexplicable à des juges. Et au milieu de ce chaos judiciaire, on retrouve Markus Braun. Impassible, qui continue inlassablement de pointer du doigt le fantôme de Marsalek pour se disculper. Pendant ce temps-là, le vrai Marsalek, lui, fait l'objet d'une notice rouge d'Interpol. Des récompenses massives sont promises pour toute information qui mènerait à sa capture. Mais le silence mondial reste absolu. Personne ne parle. Le procès de Munich avance donc à un rythme forcément ralenti, handicapé par l'absence pure et simple du principal architecte des flux financiers illicites. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire ? Au terme de cette plongée vertigineuse, le constat dressé par l'enquête de Block News est vraiment sans concession. L'affaire Wirecard n'est pas juste le fruit du génie maléfique d'un seul homme ou d'un algorithme de paiement défaillant. C'est la radiographie parfaite d'un désastre systémique. C'est la chronique d'une complaisance partagée à tous les étages de la société financière. Les auditeurs ont failli de manière spectaculaire, préférant valider des bilans imaginaires plutôt que de prendre le risque de perdre un client aussi prestigieux et lucratif. Les régulateurs ont choisi d'attaquer la presse et les lanceurs d'alerte pour protéger le mirage réconfortant d'un champion national. Les décideurs politiques ont détourné leur regard face aux innombrables signaux d'alarme qui clignotaient au rouge. Et il est crucial pour quiconque s'intéresse à ce dossier de ne jamais perdre de vue la finalité réelle de cette histoire. Derrière la complexité des acronymes financiers, derrière les valorisations boursières à plusieurs milliards, il y a un coût humain qui est dramatique. L'article le souligne avec énormément de force. Les vrais perdants de cette immense supercherie ne sont pas seulement les grands fonds d'investissement institutionnels qui peuvent se refaire, ce sont des milliers d'actionnaires individuels. Des gens normaux. Des fonds de pension qui plaçaient les économies de toute une vie de travail. Des petits épargnants qui faisaient innocemment confiance aux validations officielles des autorités de leur pays et qui croyaient investir sereinement dans la réputation de solidité de la technologie allemande. Pour toutes ces personnes, ce magot de 1,9 milliard d'euros n'a jamais existé, mais la perte de leurs économies, elle, est bien réelle et définitive. C'est la loi cruelle du genre. La base de la pyramide financière paie toujours, à la fin, le prix fort pour l'hubris et l'arrogance de ceux qui sont au sommet. Cela soulève une question importante, et c'est sans aucun doute la réflexion la plus dérangeante qui ressort de cette analyse approfondie. Si des cabinets d'audit mondiaux, de premier plan, des régulateurs d'État ultra puissants et des banques d'investissement ont pu se laisser bercer par une illusion à 24 milliards d'euros pendant 10 longues années, combien d'autres châteaux de cartes sont actuellement en train de se bâtir en silence ? L'architecture même de nos marchés financiers encourage cette adhésion collective aux très belles histoires. Tant que les graphiques pointent obstinément vers le haut, il y a une incitation incroyablement forte à ne pas chercher les failles. La question fondamentale face aux futures révolutions technologiques qu'on va forcément nous vendre dans les années à venir, c'est savoir qui aura vraiment le courage d'aller vérifier la solidité des fondations avant que le prochain édifice ne s'effondre sur nous. C'est une conclusion implacable qui nous invite toutes et tous à cultiver plus que jamais notre esprit critique. Face aux promesses de croissance mirifiques, aux marges inexplicables et aux entreprises qui semblent soudainement défier les lois de la gravité économique, l'exigence de preuves tangibles doit toujours primer sur la simple beauté de la présentation PowerPoint. Merci à quiconque s'est plongé avec nous aujourd'hui dans les rouages à la fois fascinants et terrifiants de cette affaire financière hors norme. Gardez toujours l'œil ouvert, restez critiques et à très bientôt pour une nouvelle analyse.